Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pas vous raconter une seule histoire, mais deux. Ces histoires, elles font bien flipper, elles sont assez originales, j'espère qu'elles vont vous plaire. Avant toute chose, merci infiniment pour le retour qu'il y a eu sous la dernière vidéo, vraiment elle a cartonné. Si jamais vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos sans s'être abonnés. Et ça, si vous le faites, sachez que c'est l'une des choses qui m'aide le plus sur YouTube. Rejoignez-moi également sur Instagram, ces derniers temps je vous donne pas mal de news concernant ma BD. Parce que oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, en 2026 il y aura une BD, donc une bande dessinée qui va sortir. C'est une histoire d'horreur que moi j'ai inventée. Je vous rassure, ce n'est pas moi qui fais les dessins, parce que si c'était moi, tout simplement, ce serait une catastrophe. Mais l'environnement est réel, les personnages sont réels, le contexte est réel également, vous verrez, il y a plein de trucs super intéressants et super cool. Et par rapport à ça, je vous donne des news sur Instagram et je vous en parlerai en temps voulu sur YouTube, ainsi que Spotify et toutes les autres plateformes. Mes amis, apparemment sur YouTube, il y a une nouvelle fonctionnalité, c'est le bouton Boost. D'après ce que j'ai compris, vous pouvez booster 3 fois une vidéo gratuitement par semaine, et apparemment ça met la chaîne en avant, enfin j'ai pas tout compris exactement, parce qu'en Suisse c'est pas disponible. Donc, vous qui êtes en France, n'hésitez pas à booster la vidéo pour voir ce que ça fait, et peut-être que ça deviendra le moyen le plus simple et le plus facile pour me soutenir. Un très grand merci du fond du cœur à toutes les personnes qui le font. Voilà, je crois que je vous ai assez raconté ma vie. Moi je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Aujourd'hui, la première histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Ludivine. Ça s'est passé quand elle avait 10 ans et elle a vécu un moment tellement flippant qu'elle s'en souviendra toute sa vie. Elle nous raconte qu'elle, c'est une jeune fille plutôt sage et un petit peu curieuse. Elle vit toujours avec ses parents et sa grande sœur, et elle est aussi très proche de sa cousine qui a le même âge et qui vient souvent chez elle pour passer des moments ensemble. À ce moment-là, c'est bientôt la fin de l'année scolaire, et pour cet été, les parents de Ludivine ont prévu de faire un beau voyage avec leurs 2 filles. Ils ont tout simplement décidé d'aller en Italie pour passer des vacances à la mer avec leurs 2 filles et juste passer des moments incroyables. Donc qui dit vacances à la mer dit tout simplement du soleil, de la plage, des jeux, ce qui fait que Ludivine et sa sœur sont extrêmement contentes. Elles finissent tranquillement leur année scolaire en ayant trop hâte de partir en vacances, et Ludivine à l'école, elle est trop fière de dire à ses copines qu'elle leur ramènera des souvenirs de là où elle va partir en vacances. Le dernier jour de classe, elle dit au revoir à ses amis, et c'est enfin le moment de faire ses valises parce que la famille part dans quelques jours. Ce qui rend les filles aussi super heureuses, c'est que leur cousine, avec qui elles sont très proches, fera partie de l'aventure. Ludivine, de son côté, elle sait qu'il y a beaucoup d'heures de route pour se rendre en Italie. À un moment, elle a entendu ses parents dire qu'ils s'arrêteraient peut-être sur la route pour dormir quelque part, mais ils ne savent pas encore exactement où. Le jour J, en fin d'après-midi, la famille charge les valises dans le coffre de la voiture, et c'est enfin l'heure de prendre la route. À l'arrière, les filles rigolent entre elles, elles écoutent de la musique, et même, parfois, elles regardent un film. La famille s'arrête plusieurs fois sur des aires d'autoroute, histoire de faire des petites pauses, de manger un bout, ou tout simplement de se dégourdir les jambes. Mais ces pauses-là, elles nous expliquent qu'elles ne sont jamais bien longues. Au bout de quelques heures de conduite, le père commence à fatiguer un petit peu, il bâille, il a les yeux qui se ferment, il commence à avoir mal au dos, donc il se dit que c'est le moment pour regarder sur le GPS s'il n'y aurait pas un hôtel dans le coin pour pouvoir passer la nuit. Comme ça lui permet de se reposer, de reprendre la route le lendemain, et ce, en toute sécurité. D'après le GPS, ils ne sont pas si loin d'une petite ville où il y a un hôtel. Ils ne connaissent pas du tout l'endroit, donc ils ne vont pas s'attarder sur le type d'hôtel qu'ils trouvent, ils vont vraiment prendre le truc le plus proche et surtout le moins cher. Un petit moment après, la famille arrive près de l'hôtel, et franchement, ça fait un petit peu flipper parce qu'il n'y a absolument personne. Les rues sont toutes petites, tous les commerces sont fermés alors qu'il n'est pas si tard que ça, et là, ils tombent enfin sur ce fameux hôtel. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un truc de fou, mais au moins, ça fera l'affaire pour la nuit. En vrai, ils n'auraient jamais choisi un hôtel comme ça si vraiment ils avaient eu le temps de le faire. Mais voilà, là ça dépanne, ça permet de se reposer, et le lendemain, on se barre à la première heure. La façade de l'hôtel, elle est vraiment pas très belle. Il y a des vieux volets en bois qui grincent, et ça a l'air extrêmement vieux. Le parking, quant à lui, est presque vide. Il y a juste 1 ou 2 voitures. Pour eux, c'est déjà un bon signe, ça veut dire qu'au moins il y a des gens, et aussi ça veut dire qu'il y aura de la place pour dormir. Ils prennent simplement un petit sac à dos pour la nuit, et entrent par la réception de l'hôtel. Ludivine, à ce moment-là, elle regarde autour d'elle, c'est un endroit très vieillot, et surtout, elle se dit mais cet endroit, on dirait un peu un hôtel qui est partiellement abandonné. Bref, la famille se dirige vers l'accueil, et la réceptionniste, c'est une dame qui est assez âgée. Elle ne les reçoit pas très bien, elle les regarde à peine, et Ludivine, elle remarque que derrière cette fameuse dame, il y a un panneau en bois avec des clés de chambre accrochées dessus. Il y a des clés sur presque tous les crochets, du coup, elle en déduit qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup de clients, ce qui, pour un hôtel, est particulier, disons. Le père de famille dit à cette dame qu'il voudrait une chambre pour dormir seulement pour cette nuit, et que si c'est possible, ils aimeraient bien avoir 2 chambres communicantes pour être près des enfants. Sauf que là, la dame répond que ce n'est pas possible, et elle ne donne aucune explication. Les parents trouvent ça vraiment bizarre parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand monde dans l'hôtel, mais ils sont tellement fatigués à cause de la route qu'ils viennent de parcourir qu'ils prennent juste les chambres qu'il y a sans discuter. La vieille dame donne une chambre au premier étage aux parents,
et les enfants, eux, ils seront au 2e étage. Les 3 enfants vont séjourner dans la chambre numéro 223. Les parents ne sont pas enjoués à l'idée de laisser leurs enfants à un étage différent. Ils insistent un petit peu auprès de la réceptionniste, mais celle-ci ne veut rien entendre, elle les envoie tout simplement se faire voir. Les parents prennent leurs clés, les enfants également, et ils montent les différents étages pour rejoindre leurs chambres respectives. L'hôtel, ils ont la confirmation, il est vraiment miteux. Il y a une sorte de tapis rouge hyper crade et hyper sale qui est hyper poussiéreux. Il y a des vieux tableaux de paysages de campagne sur les murs, après vous me direz peut-être que c'est une œuvre d'art qui vaut des millions. Enfin bref, c'est pas du tout moderne. Les parents accompagnent les filles au 2e étage pour qu'elles s'installent dans leur chambre tranquillement et en toute sécurité. Ludivine ouvre la porte de la chambre et franchement, ça donne pas du tout envie. C'est franchement limite si la chambre a l'air abandonnée. Ça pue la moisissure, il n'y a pas d'air. Les meubles sont hyper anciens, tout est crade. Il y a de la moquette absolument horrible sur le sol, la déco est juste atroce. Il y a un lit double avec un lit simple, mais malheureusement, les draps ne sont tout simplement pas propres. Enfin bref, heureusement que c'est uniquement pour passer une nuit et qu'ils ne vont pas faire une semaine là-dedans, parce que sinon, croyez-moi, ils se seraient tout simplement barrés. Avant de partir, la mère demande aux filles de rester calmes et de se reposer, parce qu'elle sait très bien que quand elles sont toutes les 3, elles ont un peu l'habitude de faire des bêtises. Et surtout, l'idée première de la mère, c'est que les filles se reposent parce que demain, il y a encore de la route à faire. Les filles rassurent les parents en disant que oui, elles vont être calmes, mais on sait très bien que quand des ados se retrouvent ensemble, toutes seules sans parents, généralement, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de s'amuser et pas juste d'aller dormir. Les parents disent bonne nuit aux filles et retournent dans leur chambre pour aller se reposer à leur tour. La sœur de Ludivine et leur cousine se jettent sur le lit double, et là, du coup, notre amie Ludivine, elle comprend de façon assez naturelle qu'elle va se taper le lit simple, mais ça la dérange un petit peu parce qu'elle aurait préféré dormir à côté de sa sœur. Elle est un petit peu dégoûtée, en plus de ça, elle n'aime pas trop dormir toute seule, et surtout elle se dit que même si elle a envie de dire quelque chose, elle n'a pas son mot à dire vis-à-vis de 2 personnes. Donc elle abandonne et elle accepte. Avant de dormir, sa sœur et sa cousine sortent leur téléphone parce qu'elles ont envie de regarder un film. Et pas n'importe quel film, parce qu'il s'agit d'un film d'horreur dont elles ont entendu parler au lycée, et là, au moins, il n'y a pas d'adulte pour leur dire quoi faire, donc elles sont contentes. Ludivine leur dit qu'elle veut regarder le film avec elle, mais elles ne veulent pas. Parce qu'en fait, elles lui disent qu'elle va faire des cauchemars et qu'elle est encore trop jeune pour regarder ce genre de film. Elle essaye d'insister un peu en leur disant qu'elle a déjà vu des films comme ça chez des copines et qu'elle n'aura pas peur du tout. Mais malheureusement, ça ne marche pas. Sa sœur et sa cousine ne veulent pas que Ludivine regarde de films d'horreur avec elle. À ce moment-là, je vous avoue, ça me fait un petit peu chier pour Ludivine parce que voilà, quand on est en vacances à 3, généralement on a envie de rester les 3. Quand une personne est exclue d'un groupe, je trouve ça vraiment dégueulasse. Surtout quand on est petit, quand on est en train de se construire, ça peut vraiment laisser de grosses séquelles. Donc pour le coup, je trouve ça pas cool. Du coup, Ludivine, elle est dégoûtée, elle fait un peu la tête parce qu'elle s'ennuie et elle ne sait pas trop quoi faire toute seule dans cette chambre. D'ailleurs, elle nous explique qu'elle n'est même pas fatiguée, donc c'est pas comme si elle pouvait aller se coucher, dormir et tout s'arrête. Du coup, pendant que sa sœur et sa cousine sont en train de regarder le film, elle va à la fenêtre, elle se pose pour prendre un petit peu l'air, parce que dans la chambre, il fait un petit peu chaud, c'est un hôtel assez miteux, il n'y a pas la clim, et surtout, elle n'a rien d'autre à faire. Elle regarde un petit peu ce qui se passe dehors en mettant son menton sur le rebord de la fenêtre, mais il n'y a rien du tout. Les rues sont complètement vides et il fait tout noir, donc elle n'y voit absolument que dalle. Du coup, elle a le temps un petit peu de se perdre dans ses pensées, elle essaye d'imaginer les vacances et elle espère surtout pouvoir passer plus de temps avec sa sœur et sa cousine, parce que là, elle se sent pas mal rejetée et elle se demande comment va se passer le reste de la semaine si ça commence comme ça. Donc à ce moment-là, elle est dans la lune, elle regarde toujours dehors, sauf que tout à coup, elle entend un bruit bizarre. On dirait un frottement ou comme des pas sur du gravier. Du coup, elle fronce un peu les sourcils, elle se demande ce que ça peut être. Sa réflexion, c'est de se dire que ça peut potentiellement être un animal. Du coup, elle laisse tomber et elle ne se pose pas plus de questions que ça. Sauf que les bruits, à un moment, ils commencent à se rapprocher et ils s'arrêtent vraiment pile sous la fenêtre de sa chambre. Elle tend l'oreille. Pendant quelques secondes, elle n'entend rien, et là, tout à coup, elle entend un tout petit chuchotement à voix très basse. C'est presque inaudible. Cette personne qui chuchote demande « Hé, c'est quoi le numéro de ta chambre ?» À ce moment-là, Ludivine, elle recule d'un coup, son cœur bat à 1000 à l'heure, elle ne comprend pas du tout d'où peut venir cette voix, et elle a extrêmement peur. Du coup, son premier réflexe, c'est de se retourner pour voir si c'est pas sa sœur et sa cousine qui essaient de lui faire une blague. Vous me direz, ce serait possible étant donné qu'elle regarde un film d'horreur sans elle, peut-être que l'idée de faire peur à Ludivine leur a traversé l'esprit, sauf que le problème, c'est que quand elle se retourne pour regarder sa sœur et sa cousine, elle se rend compte qu'elles sont à fond dans leur film, qu'elles sont dans le lit, et que cette voix, tout simplement, ce n'est pas la leur. Elle décide de retourner à la fenêtre pour voir si ce n'est pas elle qui a rêvé, et là, dès qu'elle remet sa tête à la fenêtre, elle entend un chuchotement qui lui dit « Allez, donne-moi le numéro de ta chambre, je sais que tu es au 2e étage. » Alors là, c'est la panique totale. Ludivine referme la fenêtre, elle recule très vite et se met à pleurer. Elle court en direction de sa sœur et de sa cousine pour leur dire ce qu'elle a entendu à la fenêtre. Les deux ados mettent leur film en pause et elles se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Parce que Ludivine, elle est en larmes et vraiment, elle n'arrive pas à se retenir. Ça n'a pas vraiment l'air d'être une blague, sinon elle serait pas dans cet état-là. Les trois filles vont à la fenêtre ensemble pour voir ce qui s'y passe.
et elles se penchent un peu pour voir si elles vont entendre quelque chose à leur tour. Quelques secondes passent, il n'y a rien, et là elles entendent une voix qui dit « Elles sont 3 maintenant, c'est encore mieux ». Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, les 3 filles sont absolument tétanisées. Pour vous dire, elles n'osent même pas bouger, tellement elles ont peur. Bien que la voix sorte de nulle part, elles arrivent quand même à distinguer que ça vient d'en dessous de leur fenêtre, vraiment juste en dessous, comme si c'était à quelques centimètres. Et à ce moment-là, la voix, qui ressemble à un homme, leur dit « Les filles, il y en a bien une de vous 3 qui va me donner le numéro de votre chambre. Je vais monter. Attention, de toute façon, je sais que vous êtes au 2e étage. Et je vais venir vous chercher. » Là, c'en est trop. Les filles commencent à paniquer sérieusement. C'est vraiment une voix grave de psychopathe comme on voit dans les films. La cousine prend son courage à 2 mains et elle lui hurle dessus. « Mais qui c'est et qu'est-ce que vous nous voulez ?» Le mec répond instantanément « Je veux le numéro de votre chambre. » À ce moment-là, les filles reculent, elles ferment vite les fenêtres et les rideaux. Elles éteignent toutes les lumières de la chambre parce qu'en fait elles ont une peur. C'est que le mec monte les escaliers de l'étage, qu'il arrive dans le couloir et qu'il regarde sous chaque porte s'il y a de la lumière. Étant donné qu'il n'y a personne dans l'hôtel, forcément, si dans une des chambres il y a de la lumière, c'est que c'est probablement la chambre des 3 filles. Donc elles éteignent tout et elles essayent de trouver un plan. Mais le problème, c'est que si elles vont voir leurs parents au 1er étage, eh bien, elles ont tout simplement trop peur de croiser ce fou furieux dans l'étage ou dans les escaliers. Du coup, ça fait qu'elles n'osent pas du tout sortir de leur chambre. Le premier réflexe qu'elles ont, c'est d'appeler leur maman au téléphone. Le problème, c'est qu'elle est en silencieux, donc elle ne répond pas. À ce moment-là, imaginez-vous, chez les 3 filles, c'est la panique absolue. Elles décident donc d'appeler leur père et lui, heureusement, il décroche. Les filles n'arrivent pas vraiment à se contenir, elles hurlent qu'il y a quelqu'un à leur fenêtre qui veut rentrer dans leur chambre. Le père ne réfléchit pas 2 secondes, il court jusqu'à la chambre de leur fille, il rentre et voit les 3 filles qui sont paniquées et en pleurs. Là, il comprend très vite qu'il y a vraiment quelqu'un dehors et que ce psychopathe s'amuse à terroriser ses filles. Il regarde par la fenêtre, mais il n'y a personne. Il descend à toute vitesse dans la petite cour extérieure de l'hôtel pour voir s'il trouve quelqu'un, mais après avoir mieux regardé, il croit distinguer une silhouette au loin. Il se met à sprinter et à lui courir dessus, sauf qu'arrivé à l'endroit où il croyait l'avoir vu, la silhouette n'est tout simplement plus là. L'homme s'est tout simplement volatilisé. Le père allume le flash de son téléphone pour faire demi-tour et surtout pour regarder s'il ne trouve pas quelque chose sur le chemin. Il inspecte le parking, il marche près des buissons et derrière les voitures pour voir si l'homme ne s'est pas caché, mais il n'y a plus personne. Juste avant de rentrer dans l'hôtel, il voit un papier par terre, il se baisse, il regarde ce qui est écrit dessus, et il voit qu'il y a une phrase. Sur ce papier, il est écrit « Mais qui c'est ?» avec 3 points d'interrogation. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi quelqu'un écrirait ça sur un bout de papier pour le laisser devant l'entrée d'un hôtel? Il remonte rapidement à la chambre des filles. Entre-temps, la mère les a rejoints parce qu'elle a vu l'appel manquer et qu'elle a entendu son mari se lever. Donc, tout simplement, elle est montée les voir. Alors que la mère est en train d'essayer de les réconforter, le père lui montre le papier qu'il a trouvé en bas de l'hôtel. Et là, personne, ni les parents, ni les enfants, ne comprend ce qui s'est passé. Et que veut dire ce bout de papier? Là, c'est décidé, ils ne resteront pas 1 minute de plus dans cet hôtel absolument bizarre. Le père dit à tout le monde de refaire leur sac et qu'ils reprennent la route tout de suite. En fait, à partir du moment où le père a compris que quelqu'un voulait du mal aux filles, il s'est tout simplement dit que c'était impensable de rester dans cet hôtel, et d'ailleurs, il a eu extrêmement raison. Sa seule idée à ce moment-là, c'est de mettre sa femme et les 3 filles en sécurité. Toute la famille sort de la chambre, ils descendent tout doucement les escaliers et passent devant la réception. La réceptionniste n'a pas vraiment l'air d'être là. En même temps, vous me direz, vu l'accueil exécrable qu'elle leur a fait, est-ce que ça leur pose un problème? J'en ai pas l'impression. Du coup, ils partent de l'hôtel alors qu'ils ne peuvent même pas lui expliquer ce qui s'est passé. Mais bon, ils s'en foutent un petit peu, ils retournent à leur voiture et ils reprennent la route en faisant bien attention de ne pas être suivis. Ludivine, à ce moment-là, elle nous raconte que son père continue de rouler jusqu'à la première station essence qu'ils vont croiser. À ce moment-là, il est extrêmement tôt le matin, du coup ils prennent un petit déjeuner, mais après tout ce qui s'est passé, personne n'a vraiment l'appétit. Ils essayent de discuter un peu d'autre chose, mais en même temps la discussion principale, elle tourne quand même autour de ce qui s'est passé. Et la réflexion commune, c'est de se dire, mais il y a un détail qui est quand même assez étrange dans cette histoire. Pourquoi la réceptionniste n'a pas voulu leur donner 2 chambres côte à côte? Et ça, c'est quand même vachement bizarre pour un hôtel qui a l'air quasiment vide. Au moins, ils auraient pu, je sais pas, avoir une chambre au même étage, mais là, c'était 2 étages différents, pas à côté. Du coup, naturellement, la famille se demande si c'est pas un coup de la réceptionniste. Comment et pourquoi, on ne sait pas, mais la clé de la chambre 223 n'était pas accrochée sur le mur derrière elle. Souvenez-vous, elle l'a sortie d'un tiroir. Sur le moment, la famille n'a pas trouvé ça bizarre. Ils se sont tout simplement dit que c'était peut-être une chambre qui avait été lavée et nettoyée récemment, donc c'est pour ça qu'elle avait la clé dans un endroit spécial ou près d'elle. Mais, avec tout ce qui s'est passé, ils ont compris que c'était probablement, enfin du moins on imagine, pour une raison
bien plus sombre. Vous me direz, c'est quand même bizarre de vouloir isoler des filles de leurs parents dans un hôtel, à un étage différent, alors qu'aucune chambre n'est occupée. Alors, est-ce que cet homme qui a parlé aux filles était quelqu'un qui faisait partie de l'établissement? Est-ce que c'était un autre client, enfin peut-être l'unique client de cet hôtel qui voulait vraiment rentrer dans leur chambre? Malheureusement, ils ne le sauront jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en arrivant en Italie, les filles ont demandé à être dans la même chambre que les parents. Elles avaient vraiment beaucoup trop peur par rapport à ce qui s'était passé, et que voilà, c'était encore trop tôt pour elles de dormir dans une chambre les trois toutes seules. Ludivine nous raconte qu'en Italie, elle passe des vacances de rêve, mais qu'en rentrant, les parents, ils ont eu quand même un bon réflexe. En fait, ils se sont dit, après tout ce qui s'est passé dans ce fameux hôtel, on va quand même peut-être prévenir la police, au moins on aura fait notre job. Les policiers leur répondent qu'ils vont enquêter sur l'hôtel et demander à regarder les caméras de vidéosurveillance. Ludivine et sa famille, eux, ils n'ont pas pu voir les images, mais les policiers leur ont par la suite raconté ce qu'ils voyaient dessus. Apparemment, cette nuit-là, on y voit un homme debout sous la fenêtre des filles, donc sous la fenêtre de la fameuse chambre 223. Il est resté là pendant des heures sans bouger, et malheureusement, on ne voit pas son visage. La police n'a donc aucun indice pour retrouver son identité, et on ne peut pas savoir si c'est quelqu'un qui est proche de la réceptionniste, ou si c'est vraiment quelqu'un de random qui a spawn ici et qui habite dans les parages de l'hôtel. Ludivine, lorsqu'elle entend ça, elle comprend vite qu'elle a eu raison d'en parler tout de suite à sa sœur et à sa cousine, parce que si ça se trouve, l'homme aurait pu escalader, monter dans leur chambre, et peut-être que c'était tout simplement la dernière fois qu'on les voyait. En tout cas, Ludivine, elle se souviendra toute sa vie de ce chuchotement, et aujourd'hui encore, elle en fait des cauchemars. Et d'ailleurs, elle nous raconte même que depuis cette nuit-là, elle n'a plus jamais dormi la fenêtre ouverte. Tout simplement parce qu'elle a trop peur que quelqu'un l'escalade, qu'il rentre dans sa chambre, et qu'elle disparaisse. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment intéressante parce que il y a du suspense un peu tout le long. J'imagine qu'elle plaît aux personnes qui n'ont pas envie d'avoir un contexte trop long. Parce qu'il y en a certains qui m'ont fait la remarque sur la vidéo du restaurant avec Jonathan, je crois que c'était le prénom, que le contexte était trop long par rapport à la situation d'horreur. Mais moi je fais au mieux parce que je ne pourrai jamais contenter tout le monde. Il y a des gens qui veulent des histoires très courtes, des gens qui veulent des histoires très longues, d'autres qui veulent des histoires moyennes. Donc peu importe ce que je fais, c'est que ça ne plaira pas à une partie de la communauté. Du coup, la seule chose que je peux faire, c'est de raconter des histoires comme moi j'aime les raconter. Et ben de temps en temps, entre les vidéos, ça change. Moi je vous propose de passer à la deuxième histoire, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plus de 60% des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Sachez que là, si vous cliquez tout sur le bouton s'abonner, la chaîne fait entre x2 et x3 en termes de taille de communauté. Réinstallez-vous confortablement et on passe à la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Mia. Mia, c'est une jeune fille de 22 ans qui est étudiante en communication. Ses études, elles lui prennent énormément de temps, mais elle est hyper contente parce que cette année, elle a décidé de partir un petit peu en vacances avec ses potes. Et ça, croyez-moi, ça va lui faire beaucoup de bien d'avoir une petite coupure entre les cours, les petits boulots à droite à gauche et ces histoires d'amour un petit peu compliquées. Dites-vous qu'en parallèle de tout ça, elle n'a jamais eu aussi envie de se déconnecter et de partir se ressourcer. Donc c'est que vraiment le rythme il doit être pas évident et surtout pour la tête c'est beaucoup de choses à gérer. Donc ça peut que lui faire du bien. En plus de ça, elle et ses potes vont partir en bord de mer, donc elle est super contente, c'est un endroit qu'elle apprécie énormément. Elle va y aller avec 3 de ses amis, 2 garçons et une fille de sa promo avec qui elle est très proche. Mia, vu qu'elle vit assez loin de ses parents, eh bien cette bande de potes avec qui elle va partir, c'est devenu un petit peu sa petite famille. Tous ensemble, ils vont louer une maison au bord de la plage pendant une semaine. Donc voilà, l'histoire, elle commence le jour J, le jour du départ. Après plusieurs heures de trajet, ils arrivent enfin dans leur maison de vacances, ils déposent leurs affaires. Tout se passe super bien jusque-là. Ils passent tout simplement une semaine de rêve au menu plage, piscine, soleil. Franchement, tout est incroyable et ce, dans un endroit paradisiaque. Ça fait longtemps que Mia n'était pas partie en vacances et franchement, ça leur fait beaucoup de bien. Mais bon, le côté un petit peu négatif de tout ça, c'est qu'une semaine de vacances, ça passe extrêmement vite. C'est donc la fin et dès le lendemain, ils vont tous reprendre leur petite vie banale. Ils sont trop tristes de rentrer parce qu'ils ont passé des trop bons moments ensemble, au point où ils prévoient même de recommencer dès l'année prochaine. Au retour, ils sont dans la voiture, il leur reste encore 1 ou 2 heures de route avant d'arriver chez eux. Mia, elle est assise derrière et elle regarde le paysage défiler. De temps en temps, elle voit une station essence, mais la route sur laquelle ils sont est plutôt calme, voire même déserte. Ses amis qui sont à l'avant de la voiture, eux, ils rigolent. Sa pote à côté d'elle écoute un petit peu de musique. Le trajet se passe globalement bien, mais à un moment, Mia aperçoit quelque chose au loin. Elle voit des sortes de structures métalliques et des choses qui ressemblent un petit peu à des manèges. Elle croit rêver, mais c'est bel et bien une fête foraine. Pour être sûre et certaine qu'elle n'est pas folle, elle pose la question à ses amis, elle leur dit « Mais vous voyez ce que je vois ?» Ses amis lui répondent « Oui, on voit aussi, c'est bizarre. » Donc au moins, Mia, elle a la confirmation qu'elle n'est pas folle. Sauf que ces structures métalliques qui ressemblent à une fête foraine, elles n'ont rien des fêtes foraines qu'on connaît. Dans celle-ci, tous les manèges sont fermés, mais il y a un truc bizarre, c'est qu'il y en a un seul qui est encore éclairé. Il y a des néons rouges et verts qui clignotent encore comme si quelqu'un avait oublié de couper le courant. Et plus il se rapproche en voiture, plus il voit que ça ressemble à un train fantôme. Quelqu'un de normal se serait dit, bon, l'endroit est un petit peu chelou, mais pour eux, c'est une occasion en or de faire un truc marrant tous les 4 avant de rentrer, histoire de finir les vacances sur un petit moment assez fun. Ils se disent donc que ça a l'air trop bien, et ils décident de s'arrêter pour aller voir ce qu'il s'y passe. Mia, elle
Elle nous avoue qu'elle n'est pas du tout emballée par l'idée, parce que pour elle, ça n'a aucun sens qu'un parc d'attractions soit ouvert comme ça en pleine nuit. Enfin non, pas vraiment ouvert parce que tout est fermé, sauf un seul manège, et ça, c'est vraiment trop bizarre. Ça pue, enfin, c'est chelou. Sauf que ses amis, malheureusement, ils insistent pour aller voir de plus près. Mia n'a pas envie de passer pour la rabat-joie de service, du coup, elle accepte de les suivre et d'aller jeter un œil à ce manège. Il garde donc la voiture juste à l'entrée du parc d'attractions et vu qu'il est à moitié ouvert, il décide de rentrer par là. Naturellement, tout est vieux et cassé, on dirait vraiment un décor de film d'horreur qui a été laissé à l'abandon, mais ses amis continuent à avancer en rigolant de l'état des manèges parce que vraiment, ils sont catastrophiques. Et là, ils arrivent enfin devant le train fantôme qu'ils ont vu depuis la voiture. Les néons sont toujours allumés, et c'est là qu'il voit quelqu'un dans la petite billetterie devant le train fantôme. C'est une dame assez âgée, avec les cheveux gris, et franchement, elle n'a pas l'air sympathique du tout. Est-ce que ça nous fait penser à la personne de la réception dans l'autre histoire? J'en ai bien l'impression. Vraiment, cette dame, elle ne sourit pas du tout, elle fait juste un signe au groupe pour leur dire de rentrer dans le manège. Elle ne leur demande d'ailleurs pas d'argent, rien du tout. Eux, ils sont contents parce qu'ils ne doivent pas payer, ils ne se posent pas de questions, et ils se disent que c'est trop bien, parce que vraiment, ils ont une activité gratuite. Et vu qu'ils sont tous étudiants, franchement, on ne refuse pas. Du coup, ils se précipitent vers les wagons et ils s'installent. Le seul truc un petit peu flippant pour l'instant, c'est que les wagons, ils sont individuels. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une place à l'intérieur et ça rend la chose un petit peu plus flippante, j'imagine. Du coup, ils sont positionnés les uns derrière les autres et Mia, c'est la dernière. Elle ferme la marche. Et autant vous dire que notre amie, elle n'aime pas du tout ça. Elle aurait préféré être au milieu, comme ça il y a quelqu'un derrière, quelqu'un devant, elle se sentirait un petit peu plus en sécurité, et j'ai envie de dire, j'imagine que ça doit être le cas pour absolument tout le monde qui regarde cette vidéo. Bon, Mia, elle fait le manège à contre-cœur, parce qu'elle n'a pas envie d'attendre ses amis devant le manège toute seule, parce que les lieux sont un petit peu glauque, ça lui inspire pas confiance. Déjà qu'à la base, elle aime pas trop les maisons hantées, l'horreur, les manèges, etc., tout ce qui fait peur. Alors là, en pleine nuit, franchement, elle est pas du tout à l'aise. Mais bon, elle se dit que ça va être rapide et qu'après, ils pourront reprendre la route pour repartir comme si de rien n'était. Du coup, toute la petite équipe monte un par un dans les wagons. Pour le moment, ça n'avance pas, donc ils regardent la dame pour lui dire qu'ils sont prêts. La dame leur fait un sourire très chelou et elle appuie sur le bouton pour faire démarrer le manège. Le train, il démarre d'un coup. Ils avancent gentiment dans le noir. Ça se voit que c'est un manège hyper ancien, que ça va être probablement ridicule. C'est sûr et certain que ça ne va pas faire peur. Les roues, elles grincent tellement que c'est limite si Mia et ses potes ne deviennent pas sourds. Le sol, il vibre, on a l'impression qu'on va tomber et se péter la gueule. Franchement, ce manège, on va dire qu'il n'est pas de première fraîcheur. Le train avance et gentiment, les lumières de l'extérieur disparaissent. Ça y est, ils sont enfin dedans. Et là, ils commencent à voir les premiers décors. Des squelettes en plastique, des clowns tout poussiéreux, des fantômes accrochés avec des fils qui se balancent. Franchement, c'est nul, c'est éclaté, ça fait pas du tout peur. Les quatre amis se mettent à rigoler, ils se moquent même d'un mannequin qui semble tomber en ruine et de l'état général du manège. Mia, elle est un petit peu soulagée parce qu'au moins ça ne fait pas peur, mais quand même, au fond d'elle, elle continue à se demander pourquoi ce manège était ouvert et pas un seul autre. Et surtout, sachant qu'il n'y a personne et que c'est le seul manège ouvert, pourquoi cette femme les a laissés entrer sans même demander le moindre argent? Bref, il continue le manège, les roues grincent sur les rails et franchement, ça fait un bruit absolument horrible. C'est nul et le pire, c'est que ça sent vraiment pas bon. Il y a plein de poussière, c'est d'ailleurs presque impossible à respirer sans attraper une maladie. Les wagons avancent et ils entrent dans une nouvelle salle, là où il y a des chevaliers, des clowns accrochés au mur. On dirait vraiment que c'est un décor qui a été fait par des enfants. Un train fantôme, l'objectif, c'est que ça fasse peur. Là, c'est tout le contraire. Ils sont tous les quatre morts de rire et franchement, ils passent un moment assez drôle, plus que flippant. Mais là, tout à coup, tout s'éteint. C'est comme s'il venait d'y avoir une coupure de courant. Il n'y a plus du tout de lumière ni de musique. Il y a juste un très gros bruit de générateur qui tombe en panne. Mia se retrouve dans le noir total, elle ne voit plus rien, même pas les wagons qui sont devant elle. Au début, elle rigole un petit peu nerveusement parce qu'elle pense que ça fait partie du manège, ou du moins de l'attraction. Sauf que quand elle se rend compte que c'est la seule à rigoler, là, franchement, elle commence à avoir peur. Elle n'entend plus du tout les voix de ses amis, elle a l'impression d'être complètement seule dans l'attraction. Et là, elle entend quelqu'un hurler. Le cri résonne dans absolument tout le manège et elle mettrait sa main à couper que c'est son amie qui a hurlé. Elle n'a même pas eu le temps de se poser la question de qui ça pourrait être, qu'une deuxième personne se mette à hurler elle aussi. Puis une troisième. Mia, à ce moment-là, elle se met à hurler le prénom de ses amis, mais malheureusement, personne ne répond. Il fait nuit noire dans ce manège, elle ne voit rien du tout, elle est juste toute seule dans son wagon, tout à l'arrière. Là, elle se met vraiment à paniquer, puis elle se met en boule dans son petit wagon tellement elle a peur que quelqu'un vienne l'attraper. Son cerveau se dit encore que peut-être ça fait partie de l'attraction, mais son feeling... non. Ça va pas. Elle espère secrètement que les lumières vont se rallumer, que c'était juste quelqu'un qui venait les toucher pour leur faire peur, et que c'est pour ça que ses amis ont hurlé. Elle attend quelques minutes, recroquevillée sur elle-même, et la lumière se rallume enfin. Mia est trop soulagée parce qu'elle déteste vraiment être plongée dans le noir. Sauf que ce qu'elle va voir va lui faire encore plus peur que quand elle était dans le noir,
parce que quand les lumières se rallument, il y a quelque chose d'extrêmement flippant. Ses amis ne sont tout simplement plus là. Les wagons devant elle sont complètement vides et ils se balancent comme si quelqu'un s'était accroché à eux pour ne pas en être sorti. Les barres de sécurité sont ouvertes, elle regarde autour d'elle mais il n'y a personne. Notre amie Mia est totalement en panique, elle tremble de partout, elle hurle les prénoms de ses amis, mais encore une fois, personne ne lui répond. Ce qui veut dire qu'elle est toute seule dans ce train fantôme avec ses décors débiles qui la fixent et là, tout à coup, les 4 wagons se mettent à avancer à nouveau. Elle a envie de sortir du sien pour se barrer en courant et sortir de cette attraction, mais elle a trop peur parce qu'elle ne sait pas ce qui peut lui arriver, est-ce que quelqu'un peut l'attraper ou lui faire des trucs bizarres. Alors, elle reste assise dans son wagon, paralysée par la peur et surtout avec les yeux bien attentifs. Derrière les murs, elle entend des bruits de pas hyper lourds et très lents, comme s'il y avait quelqu'un qui marchait dans les coulisses à quelques mètres seulement d'elle. La fin du manège, elle nous explique qu'elle fait un petit peu plus peur qu'au début. Il y a des rires de clowns et des décors qui ont l'air un peu plus réalistes. Et là enfin, c'est un grand soulagement. Le train fantôme arrive dehors et il s'arrête. Elle sort de son wagon, elle est enfin sortie, elle pousse la barre de sécurité et elle sort vite pour retrouver ses amis. Naturellement, elle se dit que voilà, ils ont eu un problème pendant l'attraction, qu'ils l'attendent forcément à la sortie, ou peut-être même qu'ils ont fait ça volontairement pour lui faire peur parce qu'ils savent qu'elle n'aime pas tout ce qui touche à l'horreur. Donc, elle sort de l'attraction, elle regarde partout autour d'elle, sauf qu'il n'y a absolument, mais quand je dis absolument, c'est absolument personne. Elle se retrouve toute seule dans un endroit qu'elle ne connaît pas et avec personne pour l'aider. Son premier réflexe, c'est d'aller voir la fameuse dame de la billetterie pour lui demander si elle a vu ses amis. Mais même cette dame n'est plus là. Franchement, là, c'en est trop pour Mia. Elle commence à craquer, elle se met à pleurer, elle est vraiment en train de flipper. Dans le désespoir, elle hurle le prénom de ses amis le plus fort possible, mais elle n'a aucune réponse. Elle est vraiment toute seule dans cet endroit. Son idée maintenant, c'est de sortir de là le plus vite possible. Elle aimerait retourner à la voiture, sauf qu'elle n'a pas les clés. C'est naturellement l'ami qui conduisait qui les a gardées sur lui. Elle arrive à sortir de la fête foraine en courant de toutes ses forces. Vraiment, elle court le plus vite possible et elle rejoint la première station-service qu'elle trouve. En entrant à l'intérieur, elle dit au caissier: le train fantôme, mes amis ont disparu. Dites-vous qu'à ce moment-là, elle n'arrive même pas à aligner 2 mots, à faire une phrase en français pour expliquer ce qu'elle vient de vivre. Tout ça parce qu'elle est épuisée, elle vient de courir comme une folle. Sauf que là, ce que le caissier va lui répondre va lui glacer le sang. Il lui dit ce parc est fermé depuis 3 ans, mademoiselle. Mia, elle reste vraiment clouée sur place, bouche bée, elle ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Elle demande à l'homme d'utiliser son téléphone pour avertir la police. Et quelques minutes plus tard, quand les policiers arrivent sur place, Mia lui raconte tout ce qui vient de se passer et surtout la disparition de ses amis. Au début, la police a un peu de la peine à la croire parce que voilà, ils se disent ils sont jeunes, peut-être qu'ils nous font une blague ou ses amis lui ont fait une blague et qu'elle est innocente. Mais quand Mia leur parle de la fête foraine abandonnée et de la vieille dame qui était là à la billetterie, ils commencent vraiment à la prendre au sérieux et à se poser des questions. Ils demandent à Mia de rester tranquillement à la station-service et qu'ils vont aller jeter un coup d'œil dans le parc. Le problème, c'est que dans ce parc, ils ne trouvent rien du tout. Il n'y a personne et surtout, le plus flippant, c'est qu'on dirait que ce manège n'a pas été mis en marche depuis genre 25 ans. Notre amie est raccompagnée chez elle par la police et elle leur laisse son numéro de téléphone pour qu'ils l'appellent dès qu'ils auront des nouvelles. Plus tard, les parents des 3 amis de Mia signalent la disparition de leurs enfants et c'est là que la police comprend que ce n'est vraiment pas une blague parce que 3 jeunes ont disparu dans cette fête foraine ce soir-là et que personne ne sait actuellement où ils sont. Les jours qui suivent, logiquement, Mia ne retourne pas en cours. Elle a beau se creuser la tête, elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais où est-ce qu'ils se cachent? Où est-ce qu'ils peuvent bien être? Une enquête a été ouverte et tout le monde s'est mis à rechercher les jeunes disparus. Dans la rue, il y a des affiches absolument partout avec leurs photos, leurs noms et leurs coordonnées. Mia, elle est interrogée par la police des dizaines de fois et à chaque fois, elle leur raconte la même histoire dans les moindres détails. Elle n'arrive plus à dormir, elle ne mange plus. Ce qu'elle vit, c'est vraiment un cauchemar. À la base, ils devaient simplement partir en vacances tous les 4 et finalement, elle se retrouve à rentrer toute seule sans eux. Et ça, croyez-moi, c'est tout simplement un enfer. Quelques jours plus tard, un numéro s'affiche sur le téléphone de Mia. Elle répond et au bout du fil, c'est la police. Ils lui disent qu'ils ont trouvé quelque chose par rapport à ses amis et qu'il faut absolument qu'elle vienne rapidement au poste de police. Elle ne réfléchit pas, elle accepte et elle part de chez elle instantanément en courant. S'ils ont trouvé quelque chose, elle veut le savoir. Mia, quelques minutes après, arrive au poste de police et elle voit immédiatement dans les yeux des policiers que quelque chose de grave s'est probablement passé. Là, un officier la prend à part, il l'emmène dans une pièce et il va lui raconter que ses amis ont été retrouvés. Et ils ont été retrouvés dans le train fantôme. Là, Mia n'en croit pas ses oreilles. Ses 3 amis ont été retrouvés dans des déguisements à l'intérieur même
du train fantôme. Sa meilleure amie, elle, était déguisée en Pierrot avec une larme peinte sur la joue. L'un de ses deux copains a été retrouvé habillé en clown avec une perruque rouge et un sourire rouge peint à l'envers. Et son dernier ami a été enfermé dans une vieille armure de chevalier toute cabossée. C'est vraiment par hasard que la police est tombée sur ces trois jeunes parce qu'en inspectant l'intérieur du manège, ils ont entendu un bruit étouffé comme si quelqu'un essayait de crier. Vous savez un peu l'effet quand on a un scotch sur la bouche, ça fait un bruit assez étouffé. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur un des garçons dans un costume. Ils ont tout de suite compris que les deux autres devaient aussi être là, quelque part, on ne sait pas où, mais assez proche. Et en entendant ça, Mia est complètement abasourdie, c'est franchement improbable. Elle est soulagée que ses amis aient été retrouvés sains et saufs, sauf que naturellement, après plusieurs jours enfermés dans ce train fantôme, ils sont tous les trois déshydratés. Apparemment, on leur a même fait ingérer des substances assez bizarres, mais ils sont surtout traumatisés par ce qu'ils ont vécu. À ce moment-là, Mia se met à pleurer et elle dit aux policiers qu'elle veut voir ses amis. Mais malheureusement, ce n'est pas possible pour le moment parce qu'ils doivent d'abord aller à l'hôpital. L'enquête est encore ouverte car les policiers veulent découvrir qui a fait ça à ces jeunes. Et ce n'est que quelques jours plus tard que l'on découvre que la femme de la billetterie y était pour quelque chose. Les explications, elles sont extrêmement brutales pour Mia, elle manque de tomber dans les pommes lorsqu'elle les entend. Et mes amis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des années plus tôt, trois jeunes avaient attendu la fermeture du manège pour détruire tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Parce qu'en fait, ils avaient entendu une rumeur qui disait que le parc d'attractions tout entier allait bientôt fermer. Du coup, pour eux, c'était une bonne façon de s'amuser. Ils sont rentrés dans le manège et ils ont absolument tout détruit. Et la rumeur, elle disait vrai. Le parc d'attractions devait bel et bien fermer, mais la foraine et son mari avaient prévu de repartir dans une autre ville avec leur manège pour continuer leur activité. Mais malheureusement, à cause de ces jeunes, ils ont tout perdu. Le couple avait juré de se venger, ils ont attendu que trois jeunes s'introduisent dans leur manège pendant la nuit pour leur faire payer le mal qu'ils avaient fait. Cette nuit-là, quand Mia et ses amis sont entrés dans la fête foraine, les forains ont pensé que c'était eux qui revenaient. Donc les personnes qui ont tout saccagé dans le manège et qui leur ont tout fait perdre. Sauf que ces jeunes à l'époque, ils étaient que trois. Là, Mia et ses potes, ils étaient quatre. Alors, quand les wagons sont rentrés dans le noir, dans la fameuse pièce, ils ont décidé d'attraper juste les trois premiers, de leur faire ingérer des substances et de les enchaîner et de les transformer en décors pour leur faire payer ce qu'ils avaient fait. Mia a été épargnée pour la simple et bonne raison qu'elle était dans le dernier wagon, donc au final, ça lui a été, entre guillemets, bénéfique. Après tout ce qu'ils viennent de vivre, Mia, elle n'arrive plus à trouver le sommeil. Ses amis sont à l'hôpital et leur état est plutôt stable pour le moment. Elle est extrêmement contente qu'ils soient encore en vie, mais quand elle pense à tout ce qu'ils ont dû endurer, ça la rend juste malade. Quelques mois plus tard, les forains ont été retrouvés par la police car quelqu'un a aperçu leur manège qui clignotait. On n'a pas connaissance de leur jugement ou même s'ils ont été auditionnés ou quoi, ça malheureusement c'est pas décrit. En tout cas, nous la seule chose qu'on peut souhaiter à Mia et ses potes, c'est que ils se rétablissent comme il faut, qu'ils soient aujourd'hui en bonne santé, heureux et qu'il n'y ait pas trop de séquelles psychologiques, ni même physiques j'ai envie de dire. En tout cas, les vacances se sont bien passées, elles se sont un petit peu mal terminées et j'espère qu'ils garderont uniquement le positif de tout ça. Voilà, mes amis, j'espère que cette histoire vous a plu, j'espère que la vidéo dans l'ensemble vous a plu. N'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner et à booster cette vidéo si jamais vous voulez me soutenir. C'est gratuit, vous pouvez le faire 3 fois par semaine, donc n'hésitez pas. Un très grand merci du fond du cœur à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à toutes les personnes qui le feront, qui s'abonneront, qui m'enverront un message sur Instagram, etc. Vous connaissez la chanson. Moi, je vous retrouve dès jeudi pour un nouvel épisode des Histoires d'abonnés. D'ici là, j'aimerais vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.